Chapitre 19. Désinformation de langage, bruit envahissant. Pour en revenir à mon aventure hors norme, comme expliqué un peu plus haut, mon corps lui-même me contrôlait, exprimait ses besoins ainsi que les émotions sans que je ne puisse les contredire. Ce qui signifie clairement que j'avais passé trop de temps à ignorer les besoins de mon corps ainsi que garder trop longtemps mes émotions pour moi. Et effectivement, j'avais en moi une énorme colère qui remontait au moment où j'avais créé mon entreprise. Ce moment où absolument tous mes amis, entre guillemets, m'ont tourné le dos, m'ont critiqué, m'ont insulté, et une grande partie faisait semblant de me soutenir, puis jetait mes prospectus, cartes de visite sur le sol, lorsqu'ils pensaient que j'avais le dos tourné. Le mélange de cette colère, ainsi que le comportement de l'homme que je fréquentais à ce moment, ont provoqué en moi une sorte de désinformation de langage. Petite parenthèse, à ce moment-là, j'étais avec l'homme dont j'ai annulé le mariage pour Eddie. Cet homme était kabyle, n'avait pas de papier, et lorsque je l'ai rencontré, je cherchais justement Eddie. J'étais désespérée et en acripnie. Le kabyle en a profité pour valider chacun de mes délires. Même celui où je pensais qu'il était lui-même Eddie en cavale, avec de la chirurgie esthétique en plus. Bref, cet homme prenait un malin plaisir à marmonner certaines phrases. Lorsque je lui demandais de répéter, il changeait totalement de mots. Objectivement, il ne le faisait peut-être pas exprès, car il parlait peu le français. Vous l'imaginez, cet ensemble a provoqué ce genre de désinformation de langage. Mon cerveau se mettait à interpréter le contraire pour chaque parole orale. Entre les mensonges, trahisons des personnes que je considérais comme amis, le langage de l'homme kabyle, l'agrépnie, mon cerveau a explosé. Tout était mensonge autour de moi. Petit à petit, je devenais incapable d'écouter le langage verbal. Puis, plus je consommais alcool, cannabis, plus ma vie supprimait toute solution possible, sauf la croyance en la spiritualité, dont tout ce qui est tourné autour de l'histoire d'amour avec Eddie. Mais à ce moment-là, c'était comme si la seule issue de toute cette mascarade était la mort. Je me suis alors conditionnée à accepter la mort. Je rencontrais aussi des sortes d'hallucinations auditives. Cela faisait plusieurs mois que mes voisins du dessus faisaient un bruit insupportable, avec les enfants qui couraient du matin au soir, boum, 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 et environ 4 fois par nuit, à toute heure, les parents faisant l'amour avec le lit qui tapait contre le mur, ta 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 ta. À savoir qu'un jour, mon frère avait passé une nuit chez moi et qu'il était terrorisé par les bruits insupportables de mes voisins. Donc effectivement, ces bruits sont, entre guillemets, car cela dure depuis 3 ans maintenant, particulièrement insupportables. Dans ma période d'agrypnie, mon cerveau avait l'impression d'entendre ces bruits constamment et partout. Le silence n'existait plus. Je me demande tout de même si toutes les personnes diagnostiquées schizophrènes ont, pour certains, vécu les mêmes causes et par conséquent ne sont pas malades du tout. Lors de mon deuxième épisode, ce qui fut assez fou, lorsque Eddie m'avait annoncé qu'il retournerait sûrement en prison, je lui avais alors dit « Si tu retournes en prison, je vais être obligée de retourner dans mes délires pour le supporter. » Bien évidemment, j'avais déjà connaissance de la puissance des paroles, mais je ne me doutais pas que cela allait si bien fonctionner. À cette période, j'envoyais tous les jours 7 € à Eddie pour qu'il puisse s'acheter un flash de vodka chaque jour. Je me suis répétée là, mais c'est pas grave. Nous nous appelions tous les jours et nous étions plus proches que jamais. Il apprenait à faire des tatouages en s'entraînant sur lui, et un jour, pendant un appel visio, il me demande de choisir un motif parmi une panoplie de motifs qu'il allait tatouer sur son cœur. J'avais choisi une clé. Dans ma tête, je pensais au fait qu'il était la clé de mon cœur. Alors devant moi, il commençait à faire son tatouage. Sans que je ne comprenne officiellement pourquoi, sous la clé, il avait tatoué un L de travers, puis il ajouta un cadenas. Puis, sur un ton humoristique, car je le rappelle, Eddie n'est pas du tout le genre d'homme à être explicitement romantique, et il s'exclama. « Tu as choisi la clé, moi le cadenas. Ça fait genre t'es la clé de mon cœur. » Quelques jours après, il faisait son premier tatouage sur une autre personne que sur lui, sur mon bras. Cet homme sera jamais avec moi, et ça n'est pas plus mal, car
Peu importe ce qu'il a pu faire, il restera dans mes croyances ma flamme jumelle. Bref, à peine quelques jours après ma déclaration, ma conviction, mon souhait, entre guillemets, de retourner dans mes délires, sans consommer de produits spécifiques et sans agrépnie, mon corps commençait à nouveau à faire des gestes impulsifs. Mes croyances, elles, ne changeaient pas, jusqu'à ce que j'aille dormir un week-end dans ma famille. En voyant mon comportement bizarre, ma famille se mit à penser que j'étais à nouveau en délire schizophrénique, et ce qui fut le drame. J'ai cru en leurs propres croyances, et hop, c'était reparti pour un tour. En fait, c'est comme pour l'alcool. Lorsque vous arrêtez de boire et qu'au moindre petit changement de comportement que vous avez, les proches pensent que vous avez replongé, cette toute petite accusation vous fait replonger dans l'alcool. Ce qui prouve encore une fois la puissance de ce que nous croyons. Bipolaire, schizophrène, autiste, dépressif, peu importe ce que la splendide médecine psychiatrique française vous a diagnostiqué, je vous invite à faire le travail que j'ai écrit dans mes notes sur la photo du chapitre 18. Pour chacune de vos problématiques, problème, pensée principale, ensuite conséquences dans votre vie, analyse de la cause et solution avec un grand S à la fin. Je souhaite terminer ce chapitre par une autre anecdote dont je n'ai absolument aucune explication. Quand je vous dis que ce que j'ai vécu relève de l'extraordinaire et que, d'un point de vue spirituel, on pourrait considérer ceci comme une ultra-connexion, eh bien vous n'imaginez pas à quel point cela se vérifie. Dites-vous que lorsque j'avais des gestes impulsifs liés aux besoins de mon corps ou à mes émotions, ces gestes anticipaient ou étaient synchronisés avec les sons, fréquences sonores. Aussi incroyable que cela puisse l'être, c'était pourtant bien vrai. Soit mes gestes anticipés étaient synchronisés avec des bruits de portes claquées, soit de personnes qui parlent, soit de moteurs de voiture, certains instruments de musique ou même cris d'oiseaux ou bruits d'autres animaux. C'est comme si mon corps entier recevait des informations de son avant même la détonation sonore de ceux-ci. Complètement fou. Comment peut-on expliquer ceci d'un point de vue scientifique? Si un jour un lecteur connaît bien le domaine scientifique ou de physique quantique, aurait une explication à me donner, je suis preneuse. Cette personne pourra m'écrire à cette adresse mail. lilascalet01@gmail.com. Chapitre 20. L'atterrissage. Chapitre 20. L'atterrissage. Suite à cette nuit chez l'homme qui me faisait penser à Slim, Eddie était rentré chez lui, s'est rendu à la police et il a terminé en prison, comme prévu. Heureusement, les premiers jours, le deuxième Slim, entre guillemets, était là pour me soutenir et également me faire comprendre que Eddie n'était pas forcément un homme correct, malgré les années qui nous liaient. Effectivement, ils avaient eu le temps de faire connaissance et de passer quelques heures ensemble. Durant les heures qu'ils avaient passées ensemble, Eddie avait fait une sorte d'exhibition devant mes amis. Il avait bien trop bu d'alcool et s'était mis à danser presque nu, ce qui m'avait particulièrement fait honte. Ce comportement avait grandement participé à faire pencher la balance et m'avait incité à délaisser Eddie. Finalement, mon désir de prendre mes distances afin de me protéger de la douleur de le savoir aller en prison se réalisait. La nuit passée avec le deuxième Slim m'avait permis d'enfin commencer à guérir mon blocage envers les hommes de couleur noire. Je n'avais plus peur et le dégoût que j'éprouvais commençait à se réduire. C'était fabuleux. Mais le deuxième Slim avait fini par ne plus me donner de nouvelles durant plusieurs semaines. Je commençais à me dire que cet homme n'avait strictement rien à voir avec Slim et qu'il avait profité de la situation. Finalement, je m'en fichais pas mal, car j'allais de mieux en mieux et je commençais à écrire ce livre. Et puis, j'aimais malgré tout Eddie, plus que tout être humain sur Terre. Je n'arrivais pas à penser qu'il était néfaste, malgré les 300 € disparus, et malgré ma honte et sa danse à moitié nue. Les jours passaient, Eddie était parti en prison, sans me laisser l'accès à mes comptes bancaires, car l'accès à mon compte était par le biais de son téléphone, que sa mère avait gardé, sans argent, et à ce moment-là, je n'avais plus de téléphone non plus. Je me retrouvais alors à faire la manche, afin de m'acheter quelques bières pour combler ma faim.
Consommer des bières ne m'inquiétait plus au vu de la facilité que j'avais à arrêter. Un après-midi, je rencontre un beau jeune homme de couleur noire à l'entrée d'une petite supérette devant laquelle je passais, qui me demandait à quel endroit il pouvait trouver du cannabis. J'avais rigolé en lui disant que je ne savais pas car cela faisait plusieurs années que je n'en achetais plus. Et je lui avais donc proposé de lui offrir une bière à la place, ce qu'il avait accepté. Quelques instants plus tard, nous étions assis sur un banc, en buvant nos bières et en faisant connaissance. Les premiers instants, cet homme me faisait beaucoup penser à Chris. Il était était aussi timide et avait autant de charme. Grâce à la nuit que j'avais passée avec le deuxième Slim, j'étais très à l'aise face à ce bel homme noir. Lors de notre discussion sur le banc, un couple s'était arrêté devant nous en s'exclamant que nous étions forcément un couple et que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous avons rigolé puis engagé la discussion. Ces deux personnages étaient d'une grande ouverture d'esprit, très agréable et très spirituelle. Ils avaient fini par nous dire qu'ils étaient témoins de Jéhovah. Je n'avais pas voulu les juger pour cela, car ils avaient eu l'honnêteté de le dire, étaient très sympathiques et n'essayaient pas de nous influencer. Nous avons uniquement échangé nos points de vue spirituels. Lorsque ces deux personnes étaient parties, nous avions rigolé, et l'on se disait que la manière dont ce couple nous avait accostés était assez dingue. Je vais nommer ce beau jeune homme Bill. Durant cette période, j'étais très tourmentée et encore persuadée que la télépathie ainsi que les signes spirituels existaient. Donc cette rencontre ne devait rien au hasard à mes yeux. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je pense encore que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un merveilleux cadeau de la vie, comme vous allez bientôt pouvoir le comprendre. Bill payait cher son colocataire, alors il avait de suite emménagé chez moi afin de payer moins. C'était comme un service que je lui rendais, je l'hébergeais, le temps qu'il trouve un logement durable. Nous ne dormions pas ensemble, mais nous avions des relations sexuelles. En fait, en échange de l'hébergement, Bill me faisait oublier Eddie. Bill était un très bel homme, très romantique et très doux. Comme si tout était écrit, nous écoutions ensemble les chansons romantiques de Vita et Slimane. Puis, plus je faisais sa connaissance, plus je me rendais compte que Eddie avait tout fait pour que je croie à des choses irréalistes, peut-être inconsciemment de sa part, mais je venais de passer plusieurs années à envoyer régulièrement de l'argent et à être amoureuse d'un homme qui alimentait des délires dans ma vie. J'avais fait sa connaissance au moment où je découvrais la spiritualité. Eddie m'avait parlé des Illuminati que j'aimais beaucoup et montré un logiciel espion sur le téléphone. En fait, tout ce qu'il me disait, de la façon dont il le disait, j'avais toujours l'impression qu'il voulait me dire indirectement qu'il faisait partie de sociétés secrètes et qu'il pouvait me surveiller. De base, je ne prenais pas cette information de surveillance pour de la jalousie, car Eddie n'était pas ce genre d'homme, mais de la surveillance afin de me protéger. Mais ces croyances ont dévié en croyances de nuisance lorsque lors du commencement de mes délires. Le problème, c'est que les caractéristiques autistiques font que je ne comprends absolument pas les discours pas précis avec détours ou sous-entendus. Comment devais-je interpréter ceux de Eddie qui ne disait qu'une partie des choses sans expliquer le pourquoi? Je décidai enfin de tirer un trait sur Eddie grâce à Bill. Je lui avais donc envoyé une lettre de rupture de contact en prison. Ce fut de loin la lettre la plus difficile que j'ai eue à écrire de toute ma vie. La relation avec Bill se passait tout de même assez mal dans les premières semaines. Je ne voyais que ses défauts, ses comportements me paraissaient toujours insupportables, je m'énervais sans cesse contre lui, et je lui reprochais absolument chaque mouvement. Pour résumer, nous ne dormions pas dans le même lit, nous ne mangions pas ensemble, je ne le supportais pas, la seule chose que l'on faisait ensemble était de faire l'amour. Nous étions presque comme un couple après 20 ans de mariage, en pleine séparation qui ne se supportait plus du tout. En fait, notre relation avait commencé par la fin. Plus les mois passaient, moins les disputes étaient présentes, plus je lui trouvais des qualités et plus je l'appréciais, mais toujours pas au point de l'aimer. Son côté africain
m'apprenait le lâcher-prise, et son côté italien m'apprenait la joie de l'instant présent. Effectivement, il avait passé une partie de son enfance en Afrique et une autre partie de sa vie en Italie. Cette fois, c'était certain, mon dégoût envers les hommes noirs était vraisemblablement du passé. Il avait pour habitude de dire « Certains sont riches, mais pauvres en réalité. Moi, je me regarde dans le miroir, je suis riche, car je suis en bonne santé, je mange et j'aime. » C'était enfin l'atterrissage du vol que j'avais pris 3 années auparavant pour une quête spirituelle aussi invraisemblable que génialissime. Bill était mon aéroport. D'ailleurs, cette rencontre était comme un atterrissage d'un vol ayant duré une dizaine d'années, dans lesquelles j'avais beaucoup souffert, mais aussi grandi, appris, évolué. Un élément aussi improbable que merveilleux venait s'ajouter à cette belle histoire. Au tout début de ma quête spirituelle, lorsque j'attendais de rencontrer ma flamme jumelle, avant que Eddie ne rentre dans ma vie, j'avais changé la majorité de mes mots de passe avec une date de naissance liée à toute cette histoire. Le 13 décembre. 13-12. Je ne saurais vous décrire mon étonnement lorsqu'un jour, Bill m'expliquait qu'il était né le 13-12. Oui, cela ne faisait aucun doute, que l'on croit ou non à la spiritualité, aux synchronicités, cette rencontre était écrite. J'avais la sensation que notre relation était le début d'un bouleversement entier de vie. La phrase que j'avais écrite dans un de mes livres quelques années auparavant prenait tout d'un coup un vrai sens. Et si l'amour était la clé? À mes yeux, Bill était la clé du cadenas que j'avais posé moi-même sur mon chemin, ma vie, mes rêves, ce cadenas qui m'avait enfermé dans une vie d'une femme pensant avoir 50 ans, avec d'énormes responsabilités incontrôlables, qui avait oublié son âme d'enfant. Ce cadenas désormais ouvert, je décidai de le lancer dans la lave de mes espoirs, de mes ambitions et de mes rêves, afin qu'ils ne reviennent plus m'étouffer. Cette même peur constante de déranger autrui, du coup, avoir tellement peur de faire des conneries qu'il devient évident de faire gaffe sur gaffe et de mettre les 2 pieds dans le plat. Ne pas exprimer ses sentiments et notamment avoir peur de dire ce que l'on pense, autant lorsqu'on est agacé que lorsque le dialogue nous a égarés. Aimer la solitude, l'indépendance, chaque jour, s'isoler a son importance. Même en couple, à chacun sa chambre. Tu m'aimes, je t'aime, mais sans dépendance. Mon repas, je fais à ma manière. Ton repas, tu fais à ta façon. Manger ensemble, nous décidons. Nous déclinons. Manger ensemble, nous déclinons. Le calme étant aussi précieux qu'une prière. La paix dans le lit, elle aussi, nous est si inestimable que nous avons nos propres lits, que cela soit inconcevable ou pas. Après avoir découvert la passion sexuelle et physique, la perte de contrôle du désir avec Eddie, je découvrais la sagesse d'un couple ayant besoin de paix, d'indépendance et de construction dans l'harmonie et le respect de soi-même. N'est-ce d'ailleurs pas ça le principal dans une relation amoureuse, se respecter soi-même afin de mieux respecter l'autre. Oui, ma vie allait changer. Le prochain chapitre sera le chapitre 21, je suis devenue et j'ai vu ce que j'ai cru.